Alors, Loïc est le paysagiste en chef, on peut dire, de la SNCF Réseau. Et, et du coup, c'est très intéressant parce qu'il va nous faire le lien entre les questions paysagères qui étaient abordées tout à l'heure, les questions des infrastructures, parce que c'est un des éléments importants de la SNCF, et les questions, je dirais, de la qualité de ces paysages et de leur intégration environnementale. En 25-30 minutes. En 25-30 minutes. Merci beaucoup, Loïc. C'est exactement ça. Alors le but de mon intervention, vous allez voir, elle est en plusieurs temps. Bon, ce sont des exemples concrets. On va commencer par les infrastructures linéaires grande vitesse qui sont très particulières, qui va nous permettre aussi de comprendre comment finalement la démarche paysagère a dû être inversée par rapport à une démarche classique, mais c'est intéressant. Qui est une démarche systémique aussi, puisqu'en fait on a beaucoup de produits qui sont issus de ces constructions gigantesques, et on est dans un territoire qui est préexistant avec sa propre histoire, et comment on retisse une histoire entre cette histoire-là et ce qu'on va proposer. Il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Et donc, après, les autres exemples, ça va être des exemples plus sur des lieux d'exploitation plus anciens, qui nécessitent des modifications, notamment liées à la croissance urbaine, et sur lesquels aussi on peut avoir des stratégies intéressantes, avec des sols, cette fois, qui ne sont pas forcément des sols propres, comme dans la première partie, qui peuvent être des sols qui ont eux-mêmes été impactés par l'activité humaine, mais sur lesquels il y a des vraies questions de développement durable, c'est-à-dire sur la gestion des terres, justement, notamment urbaines. Quelques slides sur la technique, parce que je dis toujours que finalement tout repose sur le sol et le climat, c'est-à-dire le sol et le climat déterminent les milieux, déterminent la végétation, déterminent les paysages en grande partie, même si l'homme les influence énormément, il est quand même soumis à ça. Et ça, évidemment, ça nourrit toute la chaîne jusqu'à nous. Donc c'est important de préserver les sols. Donc il y aura 2 petites diapos pour illustrer la chose. Et puis je finirai par Bercy, où il y a un gros projet, mais juste pour expliquer la démarche qu'on a eue sur Bercy, avec d'ailleurs l'école de Versailles, puisqu'on a fait un atelier régional sur ce sujet. Donc, mon exposé commence par les infrastructures linéaires génératrices de terres inertes. Effectivement, on voit ici les infrastructures routières de lignes classiques au milieu et de lignes TGV. Alors tout le monde comprendra évidemment que ça génère des déblais, donc des masses de terre énormes, mais tout le monde comprendra à la vue même d'une autoroute que c'est beaucoup plus court, que c'est moins contraint qu'un chemin de fer finalement. Les lignes classiques, finalement, elles ont aussi cette sinuosité qui fait qu'elles sont parfois, elles sont même souvent beaucoup plus, entre guillemets, intégrées au paysage. C'est une question d'énergie, c'est-à-dire quand on a construit les lignes classiques au 19e siècle, on avait des moyens limités, et donc on cherchait, comme le faisaient pour les aqueducs nos ancêtres les Romains, on cherchait les tracés les plus favorables, qui n'étaient pas forcément les plus courts, pour éviter d'avoir à faire trop de tunnels, etc. Alors justement, la ligne nouvelle, pourquoi je la prends comme exemple, c'est qu'elle inverse un peu le système, c'est-à-dire que avec les progrès techniques, avec la création notamment des engins, le pétrole, etc., enfin l'énergie facile, on est arrivé à bouger les montagnes en quelque sorte. Et donc finalement, dans ce process de tracé de lignes, heureusement qu'il y a la méthode Seligman qui permet un peu de cadrer tout ça, mais grosso modo, la question, elle est technique. C'est-à-dire qu'il faut que le profil en long de la ligne et le profil en travers, c'est-à-dire les courbures, doivent répondre à des normes strictes pour arriver à atteindre 300-350 km/h. En d'autres termes, d'un point A à un point B, il y a plusieurs fuseaux qu'on étudie au sein desquels, à la fin, quand on a choisi le fuseau le moins impactant, on va faire plusieurs tracés, on va essayer de choisir le moins impactant. La méthode Seligman, c'est ça. C'est-à-dire on va croiser des données techniques, économiques, de vitesse, de géologie, de paysage, de cadre de vie, d'agriculture, d'industrie, etc., pour voir le moins pire. Et ensuite, on va déterminer les endroits où on n'arrive pas à réduire les problèmes pour essayer de les réduire par des moyens, ceux appartenant au paysage, on va les voir. Et donc, en d'autres termes, on est dans une situation où même quand on examine, donc nous, on va avoir une démarche classique dans les études Seligman, c'est-à-dire on va regarder le socle en fait, c'est-à-dire le premier niveau, c'est-à-dire la géomorphologie, c'est-à-dire les choses que normalement l'homme ne touchait pas. L'homme, il a toujours travaillé sur la peau, mais il avait quand même du mal à travailler sur le socle. Quand on était avec la pelle et la brouette, c'était quand même assez compliqué. Bon. Après, au 19e, ça s'est accéléré, on a commencé à travailler un peu plus ces éléments-là. Mais
ces éléments appartenaient à la géologie, en quelque sorte, sur des millions d'années, à l'érosion, etc. Sauf que là, donc nous, on regarde sur le territoire et on regarde l'endroit où, à notre avis, ce serait le moins péjorant. C'est-à-dire que, finalement, en termes de paysage, si je puis dire, si on est sur de la plaine, c'est moins compliqué. Si on est sur de la montagne, à la limite, on peut passer en tunnel. Dès qu'on est sur du collinéen, ça devient terriblement compliqué, puisqu'on va entamer des versants, on va entamer des collines, et on va complètement bouleverser le paysage, mais vraiment d'une manière drastique, ce que jamais l'homme ne pouvait faire avant. Et donc dans ces histoires-là, nous on va intervenir une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé le tracé le moins péjorant pour l'ensemble des items, on va retravailler, c'est-à-dire que finalement on va se dire mais comment faire pour que, en quelque sorte, le tracé, on va voir l'exemple de la Sarre par exemple, si il avait eu un relief légèrement modifié tout en gardant les caractéristiques géomorphologiques qui l'ont vu naître, finalement le tracé aurait pu s'appuyer naturellement dessus. Quand on faisait une ligne classique, on cherchait justement à s'appuyer sur le relief pour avoir le moins d'énergie à dépenser. Donc comment on va ramener en quelque sorte du paysage, comment on va construire du paysage. En fait, c'est un peu une démarche presque inverse après. Et donc du coup, c'est là où je me suis posé la question, parce que quand je suis arrivé dans le service en 95 en tant que libéral, on m'a dit bon, voilà, tu te mets là, ça c'est le tracé, il y a des clôtures, tu plantes derrière les clôtures. Je fais, c'est pas du paysage ça. J'ai dit forcément il faut voir l'épaisseur, parce qu'un paysage plat ouvert comme la Beauce, c'est pas la même chose qu'un paysage plat bocagé ou qu'un paysage collinaire, etc. Il y a quand même des caractéristiques à regarder. Donc je leur explique que ça marchait pas comme ça. Et je me suis dit tout de suite, bon, ça va être compliqué parce que les ingénieurs sont compliqués. Donc il faut apprendre à leur parler en fait, à comprendre quel est leur objectif, leur préoccupation. Et après, en discutant, on va travailler ensemble. Et donc je me suis aperçu, il y avait par exemple un ingénieur qui était un jeune à l'époque, qui était ingénieur terrassier. Et je vais le voir, je lui dis, alors bon, je vois qu'il y a plein de terrassements, il y a 10 millions de mètres cubes de terre, là, qu'est-ce que tu en fais? Il fait, oh ben ça, on fait des dépôts. Je fais, c'est quoi des dépôts? Alors les dépôts, en gros, ils achetaient une parcelle, en fait, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, ils achetaient par exemple une parcelle là, par exemple, ils faisaient un tas qui ressemblait à un lingot d'or, en quelque sorte, de 200 000 mètres cubes, ils mettaient autour une clôture, puis c'était terminé. J'ai fait, c'est pas possible. Donc vous stérilisez des terres arables, enfin c'est pas possible. Moi, ça m'intéresse pour refabriquer du paysage. Et si on soulevait la peau, on détermine les endroits où c'est favorable de le faire. On a un talus à la sortie d'un déblai, bon, voilà. On soulève la peau, on garde des caractéristiques du sol qu'on préserve sur 70, 1 mètre après l'étude. On vient glisser notre modelé. On vient remettre la peau dessus, on remet un champ par exemple. Et du coup, on vient un petit peu comme ça soutenir la ligne. C'est l'idée des modelés. Donc on a commencé à en faire, ça a marché. D'autres en faisaient dans d'autres infrastructures, en autoroute, mais nous on n'en faisait pas en ferroviaire. Et du coup, c'est devenu la règle. Alors là, par exemple, vous voyez, si vous regardez cette image, en vérité, là, c'est un passage à faune. C'est un passage, pardon. Et vous avez donc dessous le train. Et en fait, tout ça, c'est un énorme modelé en fait. C'est-à-dire, c'est de la terre qui a été ramenée. Voilà. Alors, dans les techniques, évidemment, aussi ce qu'on a fait dès le début, dès le premier projet que j'ai eu, j'ai dit il faut missionner un bureau d'études pour faire sur l'ensemble de la trace la totalité du relevé pédologique. Parce que le sol, c'est vraiment précieux, ce qu'ils ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'avant, ils décapaient, ils appelaient ça des purges. Et ils mélangeaient tout ça en tas, puis après, on foutait des lingots d'or partout. Bon. Je dis non, on va les décaper par ordre, on va les caractériser. Donc on avait tout un cahier où on savait qu'on avait sur l'acide, sur le calcaire, etc. Et après, ça a permis de faire des mouvements de terre pour restituer, alors des bois, restituer. Par exemple, les bois, ils décapaient les humus, ils les jetaient. Je dis, mais les humus, on remet dans l'ordre les couches. On finit par une couche argilo-limoneuse, on jette dessus une couche d'humus, elle est pleine de graines, il n'y a même pas besoin de planter, la forêt va se reconstituer toute seule. Oui. Donc pareil, il y avait, curieusement, dans les services de l'État, il y avait une sorte ça a changé récemment, mais il y avait une séquenciation, c'est-à-dire qu'on disait, bon, il faut restituer des milieux humides, il faut restituer des boisements, il faut restituer, etc. Mais je dis, mais pourquoi on ne fait pas un schéma global et on voit les boisements, on les met qu'ils aient aussi une utilité en paysage, qu'on essaie de trouver plutôt un exploitant qui le reprendra derrière, de mettre en commun les problématiques. Par exemple, sur les cours d'eau, pareil, les restitutions de cours d'eau, peut-être qu'elles peuvent servir à la fois, effectivement, à la transparence hydraulique, faunistique, mais peut-être aussi à des promenades ou à des passages de tracteurs ou autre chose. C'est-à-dire d'essayer de mutualiser les choses. Quand on faisait un bocage, d'aller consulter les habitants pour voir si quelqu'un voulait bien reprendre l'usage. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations où on a payé comme ça des mesures environnementales, mais après, plus personne ne les a entretenues et finalement, ça fonctionne
pas si bien que ça. Donc voilà, donc là c'est pour illustrer le propos d'une ligne à grande vitesse. Vous voyez ce que ça peut produire. Alors l'intérêt aussi, c'est que évidemment, quand on va travailler sur l'horizon, en fait, on est des êtres humains, on n'est pas des oiseaux. Donc vous verrez, il y a des exemples, par exemple, qui sont très connus à Bordeaux-Vilvaudé, où évidemment on a fait des modelés qui permettent de restituer le front, parce qu'il y avait le front des confins de l'Île-de-France qui était entamé. Je dis ça, c'est pas possible, on le voit de 20 km, donc on a restitué le coteau avec une forêt. On a intégré la ligne. Évidemment, si on est en oiseau, on voit une maquette. Mais ce qui est important, c'est d'être un être humain, c'est-à-dire comment dans le territoire, nous, on se positionne, et comment on regarde l'horizon, et comment l'horizon est ou non restitué. Alors, il y a des fois où on n'a pas de moyen de réduction. Je pense à un viaduc du côté de Bourgogne-Franche-Comté. Bah, dans ce moment-là, on affirme un geste architectural, c'est-à-dire, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que de toute façon, ça modifie le paysage. Donc à ce moment-là, on affirme clairement un geste architectural, parce qu'un viaduc qui traverse une vallée, forcément, à un moment, il faut. Mais l'idée aussi, c'est de dessiner, de lui donner un sens, d'expliquer par rapport au contexte, par rapport à ce qu'il y a autour. Est-ce qu'autour, il y a une histoire particulière? Est-ce qu'il y a un relief particulier qui permet de définir les accroches du viaduc? Enfin, et tout ce travail-là, on l'a fait avec les architectes, ce qui était intéressant, ce qui était nouveau, hein, parce que par exemple, on avait autrefois des écrans acoustiques qui étaient gris-béton dans des paysages, par exemple, de terre qui sont très très bruns. Bon, bah, nous, on a demandé que ça y ait des correspondances entre ces éléments. Enfin voilà, il peut y avoir un travail aussi du paysagiste à la fois sur la couleur, mais aussi sur la forme, sur la transparence, sur l'épaisseur du tablier. On travaille de plus en plus comme ça, et c'est tant mieux. Donc là, c'est un exemple. Par exemple, c'est la vallée de la Sarre. La vallée de la Sarre, ce qui est intéressant, c'est en fait la Sarre est quelque part à droite, et vous avez un système comme ça de collines qui vient en lanière, en fait, qui s'avance en lanière comme ça. Et entre les collines, il y a des cultures, mais surtout des pâtures. Et sur les sommets des collines, il y a des boisements, parce qu'en fait, ce sont des affleurements. Il y a peu de terres riches, donc il y a des boisements. C'était l'endroit où les gens laissaient les bois pour leurs usages, d'ailleurs un usage de construction ou usage de chauffage. Et il y avait un viaduc qui devait traverser cette vallée. Le voilà. Et quand on a simulé les culées, évidemment, ces culées-là, elles venaient fortement impacter, à notre sens, le paysage. Et on s'est dit, mais finalement, si on faisait des modelés, c'est-à-dire si on venait créer une lanière, en quelque sorte, qui vienne enserrer ces éléments-là, pour que le pont, le tablier, parce qu'en fait, les ponts anciens, c'était l'inverse. C'est-à-dire que les terrassements coûtaient tellement cher qu'on préférait, c'était pratiquement moins coûteux de faire l'architecture des arches que d'aller faire des grands terrassements. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc on a tendance à favoriser les terrassements pour réduire la longueur des tabliers. Ce qui fait que les ponts, parfois, sont justes pour la fonction de passage, et finalement s'étirent avec des espèces de murailles de terre. Donc nous, on a dit, bon, on va plutôt essayer de cadrer cet élément-là. Donc on a fait un modelé qu'on voit là, modelé qu'on a lui-même boisé sur les hauts, et qui en fait a été rétrocédé ensuite en usage à des agriculteurs, puisque ça c'est une bande boisée, ça ce sont des vergers qui ont été rétrocédés, ça ce sont des pâtures, puisqu'il y avait des usages et de pâtures et de vergers dans le secteur. Et là, il y a 800 000 mètres cubes de terre qui a été placé, en fait. Hein. Donc voilà, donc ça rejoint un peu l'histoire de mon prédécesseur qui parlait des constructions de terre qui étaient fortement anthropisées. Donc là, on est sur l'autre côté, on a voilà ce qui se serait passé, et en fait, on a proposé un modelé avec cet horizon-là. Ce qui fait qu'en fait, du coup, on retrouve un peu ce motif en lanière, en fait, qu'on a dans toute la vallée de la Sarre, en fait. Voilà. Ici, c'est vu depuis le village, en fait. Ah, pardon, je suis peut-être allé un peu vite, où il manque une diapo. Il manque une diapo, c'est ça. Bon, je suis désolé, il manque une diapo. Il faudrait que je la rajoute, où on voit après le projet. Là, on a également un élément intéressant. Vous voyez, on a ici une construction qui vient dans ce paysage. Et voilà ce qu'on a proposé. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus rien. En vérité, ça c'est un énorme modelé avec un talweg qui permet effectivement de remettre du boisement et de prolonger le massif d'Argonne ici. Donc en fait, on voit plus. Voilà. Donc l'idée, quand on peut, c'est finalement de faire en sorte de raccrocher cette infrastructure à son paysage, comme si elle était venue s'intégrer et s'appuyer sur un relief qui était favorable à son passage, ce qui n'est pas le cas. Et quand on ne peut pas réduire, à l'inverse, d'affirmer sa présence par un ouvrage technique que je montre pas là, mais enfin bon, il y en a plein, d'un viaduc assez conséquent, ou d'un ouvrage humain qui marque pour le coup la modification du paysage, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'autre. Voilà ce que ça donne en plan, hein, ce genre de modelé.
Donc là, c'est encore un modelé. Vous voyez, là, on est sur le même cas, puisqu'en fait, on a un déblai. Donc tout ça, ça a été boisé, là, ici, tout ça, là. Mais on avait, en fait, ici, un remblai tout net, un remblai tout net. Donc en fait, nous, on a dit, on va prolonger cette structure-là jusque là. Et tout ça, c'est devenu une langue boisée. Et donc après, le TGV surgit sur une estacade au niveau du village à droite. Donc ça permet de simplifier aussi, de clarifier. Parce qu'en fait, le problème, c'est la succession de ces objets techniques qui sont raccrochés juste à leur propre fonction technique et pas à des fonctions du paysage préexistant. Ça, c'est encore un autre modelé. C'est pour vous montrer. Alors celui-là, on le voit pas, mais bon, ici, ça a été boisé également. Mais tout ça là, c'est un énorme modelé en fait. Et au premier plan, c'est également un modelé qui en fait vient s'appuyer sur la ligne qui est derrière, qu'on ne voit pas, qui est en contrebas, qui a permis de créer une ligne claire d'horizon, là cette fois très ouvert, donc pas boisé, pour ouvrir sur ce paysage typiquement lorrain. Et ici, on a à l'inverse aujourd'hui un grand boisement pour restituer ce motif boisé qui était là. Donc, vous voyez, c'est un travail de recouture par rapport à les existants, en essayant de voir. Alors à chaque fois, c'est des centaines de milliers de mètres cubes de terre. Le plus grand qu'on ait eu fait, c'était 800 000 mètres cubes. Mais en fait, ça se voit pas, en fait, curieusement, sur des hectares, parce qu'il y a des règles. Par exemple, si on veut le restituer à l'agriculture, pas plus de 7%, interdit. Pas plus de 7 mètres. Vous voyez, parce qu'après, ça risque de glisser. Après, il y a trop de pentes pour le ruissellement. Il faut réfléchir quand vous dessinez votre modelé au talweg, aux endroits où vous allez concentrer l'eau, etc. Donc, en fait, vous remodelez un paysage, en fait, pour de vrai. Alors, évidemment, il faut vous appuyer sur l'existant. Si vous êtes dans un paysage où il y a des affleurements calcaires avec des ruptures de pentes et tout, il faut travailler ça. Il ne s'agit pas d'introduire un élément complètement exotique dans un endroit qui a déjà ses caractéristiques fortes, qui sont fortement liées, encore une fois, au socle, à la géomorphologie. Mais pas que. Là, c'est un autre exemple. Alors ça, c'est en milieu plus urbain, puisque c'est le grand modelé d'Annette, Annette-sur-Marne. Et donc, en fait, on a fait ce modelé-là qui permet de protéger aussi la ville derrière, parce qu'il y a la ville de Clessouille derrière, qui permet de la protéger notamment vis-à-vis des nuisances sonores, etc. Et ce grand modelé qui a été boisé sur ce côté-là pour faire un prolongement de ce grand boisement, de l'autre côté, à l'inverse, est un modelé très ouvert sur la ville, qu'on voit ici. Voilà, la ville de Clé de l'autre côté, qui est ici, elle est ici, et qui a un endroit en fait qui a été aménagé en sorte en préverdissement, mais qui aujourd'hui, je réfléchis parce que je travaille avec l'entreprise pour ça. Pour moi, notamment, on en a beaucoup en Île-de-France qui sont propres, et on en a discuté avec la Chambre d'agriculture. Ce sont des endroits qui, pour moi, sont tout à fait éligibles à l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'on cherche aujourd'hui des maraîchers professionnels, des gens comme ça, pour venir les cultiver contre 1 franc symbolique par an. Ce sont des endroits qui sont très proches des centres urbains, qui sont propres, qui sont parfaitement adaptés. Alors pour l'instant, on a un exploitant donc qui fait de l'élevage de chevaux, mais enfin bon, voilà, tout est ouvert, et on réfléchit aussi à ces partages d'usage. Donc, et ça, là, il y a à peu près 600 000 mètres cubes de terre, donc ce sont des mouvements énormes, mais toujours avec une certaine douceur et un rapport au paysage qui est long à mettre en place, mais qui pour nous est important, parce que, alors c'est vraiment, ça paraît rien, on dirait que c'est des choses comme ça, mais nous, quand justement, on a l'impression que ça a toujours été là, pour nous, c'est réussi. Voilà, quand ça s'est glissé dans le paysage, et ça s'est, voilà, pour nous, c'est pas nécessaire d'être explicite au point de dire c'est moi qui l'ai fait, regardez, je suis venu là, j'ai fait mon truc. Non, au contraire, si c'est parfaitement transparent, pour nous, c'est à ce moment-là que c'est réussi. Là, c'est un autre exemple. Alors là, c'est plus des terres issues d'un projet qui font paysage, en quelque sorte, ce qui est le cas de la première partie de l'exposé. Là, ce sont des opportunités de faire en sorte que l'objectif qu'on veut atteindre va générer des terres, mais c'est hors projet ferroviaire, si je puis dire, et va permettre de créer un éco-paysage. C'est le cas de Vert. En fait, c'est assez simple. Hein. Il y a la ligne LGV, c'est le kilomètre zéro ici qui part là. Il y a les lignes classiques que vous avez là. Il y avait un tas d'ouvrages hydrauliques sous ces lignes classiques, et toute cette zone-là, c'était une zone d'expansion des crues de la Marne. Donc très important pour la ville de Paris, puisque ça fait partie des endroits où, quand la Marne monte, on stocke de l'eau, en quelque sorte. La ligne TGV fait un barrage, en fait. Et la solution qui avait été trouvée par les ingénieurs, c'est on fait un tuyau là, un petit tuyau là, mais il était tout petit. Et ici, on fait un gros trou pour compenser le volume qui était là. Donc un jour, je tombe sur l'ingénieur qui faisait ça, il vient me voir, et il me dit oui, alors on fait un gros trou, qu'est-ce que tu en penses? Je fais mais... je dis c'est quand même dommage, qu'est-ce que c'est que ce délaissé, à qui il appartient, etc. Il appartient à la SNCF. Alors je dis mais... Et si on investissait toute cette zone pour faire un jeu en fait, qu'on voit ici, c'est-à-dire un jeu de terrassement,
c'est-à-dire des endroits où on aura de l'eau en permanence, des endroits où on aura de l'expansion, des endroits sans jamais exporter les terres, parce qu'en fait le trou, en fait, ils exportaient les terres, ils allaient les mettre ailleurs. Et en fait, ça coûtait très cher. Donc, je fais en fait, avec le même argent, on va faire ça, on va faire un éco-paysage, on va créer des buts où on aura des milieux secs, des milieux humides, des milieux, etc. Donc, quelque chose qui va être beaucoup plus riche, qui va être beaucoup plus stockant en plus. Et avec l'argent, on va pouvoir aussi faire un passage, une transparence hydraulique beaucoup plus grande, où les hommes vont pouvoir passer, les animaux vont pouvoir passer, et l'eau passera mieux, pour mieux gérer. Et en même temps, dans la grande zone boisée, on va avoir un espace boisé avec des collines boisées, des espaces ouverts, donc un espace transitoire et une grande richesse écologique. Et on va évidemment regarder s'il n'y a pas des personnes intéressées. Il se trouve que localement, il y avait une association de naturalistes du muséum qui travaillait sur la gestion de cet espace. Ils ont dit, mais nous, le Banco, on le prend. Donc avec l'argent aussi, on a pu mettre des clôtures au niveau en haut des talus ferroviaires, donc pour sécuriser. Donc ce qui fait que cet espace, il est complètement transparent pour la faune et les hommes. Il est géré par une association qui est compétente, qui fait des mesures, qui regarde, et en même temps, il est sécure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème. Et d'ailleurs, il y a le héron pourpre qui est réapparu dans cet espace. Il y a énormément d'espèces, le martin pêcheur, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il est finalement... Alors pourquoi le héron pourpre ? Parce qu'il passait plus trop en Île-de-France, parce qu'il y a trop d'infrastructures, que ce soit des lignes aériennes, des autoroutes, etc. Et là, en fait, ça fait, sur son couloir, ça fait un petit un lieu de pause, en quelque sorte. Il peut se poser là avant de repartir, en fait, ce qu'il n'avait plus, en fait. Et donc, en fait, ça permet, effectivement... Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait un paysage singulier, parce qu'on est au milieu d'infrastructures et de zones industrielles, et on a un paysage, quand on regarde, par exemple, cette photo-là, où on a l'impression d'être vraiment pas dans un endroit aussi dense que ça. Voilà les espèces qu'on a pu observer sur place depuis qu'on a mis en place ce système-là. Donc c'est intéressant. Alors un autre exemple, encore une fois, là c'est donc les terres d'un projet, mais qui sont des terres sales en fait, qui vont générer des typologies de projets. C'est-à-dire que on avait là, dans ce secteur, c'est le secteur de Strasbourg, on avait nécessité de mettre une 4e voie. Alors vous dites une 4e voie, bon c'est pas sorcier, bon. Sauf que pour faire une 4e voie, il faut pousser les autres. Bon, en poussant les autres, on va être obligé aussi de remettre à niveau des niveaux, peut-être pas de creuser énormément, peut-être que d'1 mètre ou de 50 cm, mais on va peut-être tomber sur des zones plus ou moins polluées. Bon. Alors il se trouve qu'ici, il y avait des établissements industriels, ici, dans ce faisceau, donc les terres étaient susceptibles d'être plus polluées. Ici, les terres étaient propres. Vous voyez, il y a plusieurs typologies. Et donc, tout de suite, on a dit, mais soit on les exporte, c'est-à-dire qu'en fait, on les exporte, c'est-à-dire qu'on va prendre un terrain propre pour le polluer, en quelque sorte, c'est ça, en dépensant de l'énergie. Soit on les classifie, si vraiment on ne peut pas faire autrement que les exporter parce qu'elles sont vraiment inutilisables, type par exemple si elles ont... par exemple si vous avez une terre qui est polluée avec des hydrocarbures volatiles cancérigènes, évidemment vous n'avez pas utilisé, y faire venir du public dedans, c'est pas possible, il faut bien la stocker quelque part. Bon. Mais si vous avez une terre qui est polluée par des hydrocarbures non volatiles, non cancérigènes, à des doses relativement faibles, sous réserve qu'on les utilise dans l'espace dans lequel elles sont extraites, les végétaux peuvent parfaitement y pousser, et la rhizosphère des végétaux, d'ailleurs, va dégrader ce puits de carbone petit à petit. Donc voilà. Donc là, par exemple, typiquement, c'est éligible à la création d'un espace d'éco-paysage, par exemple. Bon. Si vous avez des terres parfaitement propres, elles sont éligibles à d'autres usages, par exemple des jardins potagers, des choses comme ça. Donc on a dit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'ici, on avait un échangeur qui était vraiment très proche de Strasbourg, et qui était aussi en même temps avec des zones de développement urbain importants, donc des immeubles, etc. Et en fait, c'est une délaissée qui est quand même problématique. C'est-à-dire que les gens rentrent dedans, il y a eu des gens même qui ont été assassinés, il y avait une dame qui dans une caravane a été brûlée, enfin bon, bref. Donc c'est quand même des endroits un peu inquiétants. Donc on s'est dit, cet espace-là, qui est pas visitable par nous non plus, puisque en fait, pour passer d'une alvéole à l'autre, on a, voilà, les alvéoles, les voilà. Pour passer d'une alvéole à l'autre, on a des problèmes, notamment entre celle-ci et celle-ci. On devait mettre un élément électrique ici, on n'arrivait pas à y accéder. En fait, avec l'économie dans les mouvements de terre, c'est-à-dire au lieu de l'exporter, y compris des terres qui étaient parfaitement utilisables pour d'autres usages, eh bien, en fait, on a pu créer ici une zone d'éco-paysage en récupérant les eaux, c'est-à-dire en faisant un peu comme à Vers. On a pu faire un passage sous voie qui permet d'aller visiter les espaces, de l'ouvrir à la visite, ici de la même façon.
Et ici, on a pu imaginer donc des jardins familiaux, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment restructuré complètement, alors ici, les jardins familiaux, excusez-moi, on a vraiment restructuré l'espace et on a fait ici un éco-paysage avec une fonction hydraulique qui est liée à la loi sur l'eau, avec des eaux propres, parce que les autres plateformes, je vous rassure, sont propres. Et ici, on a encapsulé donc les terres qui étaient parfois chargées en hydrocarbures dans cette zone-là par de la terre propre. Et les terres propres, on les a mis là pour faire des potagers. Voilà. Et donc, en fait, ça a intéressé évidemment la ville de Strasbourg, puisque ici, vous avez des lotissements qui sont en train d'être construits avec des populations plutôt urbaines hein, qui viennent se mettre là pour des raisons, vous comprenez, de foncier, et qui vont être absolument ravis. Et nous, on est ravis de rétrocéder l'ensemble de ces parcelles en usage. On n'en a pas l'usage. Elles sont occupées, elles auront une fonction, elles serviront à quelque chose. Donc voilà, alors après, le dernier exemple, c'est Versailles-Matelot, qui est intéressant. Il y avait pour la TGO, donc ce qu'on appelle la ligne qui est réouverte entre Saint-Germain et Versailles, il y avait, alors vous avez ici les coteaux de Satory. Alors ce qui est intéressant à Versailles, quand vous êtes devant le château, c'est que vous avez le coteau de Forchefontaine à droite qui a été excessivement anthropisé, qui a été beaucoup construit, donc au-dessus du bassin de Neptune et après. Donc vous avez des émergences construites, et notamment la nuit, des pollutions visuelles. Enfin, c'est très construit, donc c'est assez loin de ce qu'était le paysage de Versailles de l'époque de Louis XIV, de ce côté-là, on va dire. De ce côté-là, pour des raisons historiques, c'est plutôt la SNCF et les militaires qui sont venus, donc il n'y a pas eu de construction de masse d'immeubles. Donc finalement, la nuit notamment, ça reste très sombre, et on a quand même ce coteau-là avec du boisement, sauf dans la partie basse où on a des terrasses qui ont été construites à une époque. Alors, terrasses des matelots pour mettre la flotte du Grand Canal, mais après, c'est là où la SNCF s'est établie. Et pour la réouverture de la ligne, il fallait mettre un atelier de maintenance. C'est un gros bâtiment, très moche, très haut, etc. Donc évidemment, ici, on a pris des photos du Salon des Nobles, à côté de la Chambre de la Reine, qui est là, en gros, si je puis dire. Et en fait, ces parties-là, il y avait une casse auto, donc qui était vraiment gênante, mais on aurait vu sans doute des émergences. Donc l'idée, à l'époque, le programme était, il ne faut pas voir le bâtiment. Donc ils prennent la parcelle, démarche classique, il dit, on va enterrer le bâtiment. Bon, on enterre le bâtiment, très bien. Bon. On enterre le bâtiment de 7 mètres, ça veut dire qu'on va dégager la terre. Alors c'était une ancienne zone industrielle de la SNCF, donc des terres polluées. On va les exporter, donc on va aller polluer notre terre ailleurs, on peut passer des milliers de camions dans Versailles. Et à la fin, une fois qu'on aura enterré le bâtiment, les fosses sur lesquelles vont se trouver les trains vont plus être du tout au niveau des rails. Donc il va falloir reprendre tous les ouvrages d'art, pratiquement, jusqu'à Saint-Cyr et au-delà. C'est-à-dire, en fait, de dépenser 40 millions de plus sur une opération de 80. Pour un résultat qui était quand même aléatoire, puisqu'on gardait de toute façon l'élément de paysage qu'on avait là, c'est-à-dire on voyait toujours la casse auto et on voyait toujours ces trous-là. Alors moi je dis écoutez, on arrête tout, on va faire d'autres scénarios, on va voir ce qu'il y a autour comme terrain. Il y avait les terrains de RFF, terrain de l'armée, alors je dis si on prenait les terrains de RFF et une partie des terrains de l'armée, peut-être qu'on pourrait faire plutôt des modelés et venir mettre des écharpes boisées qui viennent justement recréer une continuité visuelle ici pour en quelque sorte restituer presque un paysage boisé homogène en fait. Et j'ai dit, alors tout le monde dit, mais c'est impossible, l'armée va jamais faire. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas demandé, donc allons voir. Puis si c'est impossible, on aura de l'argent à la région, parce qu'on n'aura pas le choix de faire que d'enterrer. Et en fait, en allant voir les ABF, et surtout les architectes des monuments historiques de Versailles, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. En fait, ils ont eux-mêmes ces intentions de mouvement de terre dans le secteur. Ils m'ont parlé d'ailleurs du dessus de la pièce d'eau des Suisses. C'est-à-dire qu'ils cherchent justement dans ce secteur-là, mais peut-être ailleurs, pour restituer les perspectives, à faire justement des grands modelés et à les boiser justement pour restituer des vues beaucoup plus apaisées, beaucoup plus homogènes, sans ces inclusions industrielles partout. Donc ça, c'était plutôt bien. Bon, après, il restait à trouver des terrains. En fait, on est allé voir l'armée. L'armée, ils nous ont dit, oui, nous, on a 4 lignes de chemin de fer, mais elles sont toutes pourries. Je dis, oui, elles sont pourries. Je dis, vous en avez besoin? Ils m'ont dit, oui, on a besoin de combien? Il me dit 2, mais vous avez 3 quais. Un quai suffirait. Donc, j'ai fait une étude chez nous. Le quai est 2 lignes, ça coûtait 400 000 €. Mais le fait de récupérer la terre de nos amis militaires, on gagnait 10 millions d'euros. Donc si on vous fait un quai neuf, etc. Donc en fait, il y a eu un échange pareil sur les réseaux, on leur a fait leur réseau. En fait, en faisant un échange, eux, ils y ont gagné puisqu'ils ont des fonctionnalités beaucoup plus efficaces pour leurs besoins, puisque c'était en ruine, ça ne fonctionnait plus. Et nous, on a à la fois permis de trouver une solution pour cet élément de patrimoine, et en même temps, on a évité de déplacer des terres polluées sur des kilomètres, d'aller polluer ailleurs, et en même temps, on a optimisé financièrement. Bon, c'était pas le but au départ, mais
Il se trouve que ça a fonctionné comme ça. Et donc, en fait, curieusement, les personnes autour de la table étaient d'accord pour cette démarche. Donc, il suffit d'aller les voir pour en parler. Alors après, il y a eu un autre sujet là-dessus, c'est intéressant. Donc là, c'était un peu l'étude dont vous voyez où on était. On était ici et l'élément était là. Et alors du coup, on a supprimé la casse automobile et surtout, il y avait un projet ici du maire de Versailles de mettre sur la parcelle de RFF, qui était elle visible, qui va être boisée, de mettre le parking Keolis. Donc il y aurait eu un parking de bus avec des pare-brises très réfléchissants. Donc vous voyez, en fait, finalement, on va avoir plutôt une écharpe boisée, c'est plutôt mieux. C'était nous, on était ici. Et en fait, on a récupéré des terres ici et toutes les terres là pour faire une écharpe. Mais vous voyez, quand on est en vue aérienne, on ne voit pas du tout la même chose que quand on est à plat. C'est bien ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et c'est important de toujours se mettre du point de vue, à la fois de dézoomer, de se mettre du point de vue de Cyrus, c'est-à-dire de regarder un peu la globalité et voir si la solution elle n'est pas à côté du problème. Ça, c'est la première chose à faire. Mais à un moment, cet aller-retour avec le terrain, avec le fait qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des oiseaux, est aussi important de le faire. Donc, alors voilà les scénarios. Je vais me mettre là parce que moi j'y vois plus très bien. Donc on a repéré les arbres depuis le château, on a fait une simulation avec des ballons depuis le château pour voir si on n'enterrait pas le bâtiment, à quelle altimétrie arriverait la toiture. Et ensuite, on a travaillé avec les masses pour voir un peu ce que ça représentait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors le premier scénario, c'était celui où on ne pouvait pas acheter de terre. En fait, en vérité, on était obligé de faire un soutènement là et d'avoir une toute petite bande très légère pour faire une sorte de mini bande boisée, ce qui n'était pas d'une efficacité totale. Ça, c'était le terrain de RFF, ça, c'était la casse. Et ça, c'était les éléments de l'armée qui étaient ferroviaires. Donc en fait, on a gardé que ces lignes-là, on a récupéré le reste. Donc, premier scénario. Alors, scénario 2, scénario 1, c'est vrai que vous ne voyez pas trop la différence, mais il y en a une petite. C'est qu'on a pris une bande, alors ça ne se voit pas, c'est pas très net. On a une bande chez le... Ah, il faut que je remonte. On a une bande chez notre ami, chez les militaires, en fait. Donc, la bande chez les militaires permet de s'affranchir du mur, du mur qui était en pied, là, du mur de soutènement. Ensuite, on fait un scénario où on récupère une partie du terrain de RFF avec un retournement d'écharpe, mais c'était encore pas hyper efficace parce qu'il y avait besoin aussi d'un parking. Donc on ne savait pas trop le mettre. Donc en fait l'idée c'est le scénario 4 et puis le scénario 5, le plus improbable, celui où on a acheté le plus de terre avec des gens qui n'étaient pas forcément tous d'accord. Parce qu'ils étaient un peu en bisbille, et c'est ce qu'on a fini par faire. Alors, quand même, alors le bâtiment, après, on l'a dessiné avec AREP. Alors, on a demandé à AREP de le boiser en partie haute, puisque le bois va griser, et que l'hiver, notamment, les effets d'arbres, etc., vont avec les troncs et avec des verticalités en grisant, ça va être encore plus furtif. Et voilà, finalement, les terres, on les a stockées comme ça, on a planté dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, il y a un truc qui est important dans les projets de paysage, notamment de grands projets de paysage, c'est que souvent, il y a un découpage qui est très toxique au projet. C'est-à-dire que souvent, on confie l'étude. Alors nous, on a fait l'étude. Ensuite, AREP a repris la main sur la maîtrise d'œuvre travaux. Et ensuite, on a pu être informé. Et un jour, AREP est venu nous voir parce qu'il y avait un problème, évidemment. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que les gens qui ont pondu les choses, ils n'ont pas fait ça par hasard. Ils ont réfléchi à plein d'opportunités. Ils ont dans leur cerveau, ils n'ont pas tout mis sur les documents. Et des fois, les maîtres d'ouvrage, les successeurs en maîtrise d'œuvre travaux, par exemple, disent finalement, oui, on peut optimiser, on peut enlever ça, ça sert à rien, etc. Ils ne se rendent pas compte que des fois, les choses sont imbriquées et que ça peut provoquer des problèmes. Bon. Et là, en l'occurrence, ils ont voulu mettre un peu plus de terre. Bon, pourquoi pas? Bon, sauf que nous, on s'est dit, on se met à l'équilibre 3 pour 2. Bon, pourquoi pas? Mais on n'a pas été informés de ça. Et ils l'ont fait sur l'ensemble des modelés. Et comme l'entreprise qui travaillait pour eux était une entreprise qui fait beaucoup de béton, au lieu d'utiliser des techniques autres, type par exemple grilles tridimensionnelles ou autres qui sont transparentes hydrauliquement et transparentes avec les racines, puisqu'en fait les racines tiennent après les pentes plus fortes, c'est tout bête, hein. Ils ont fait un millefeuille avec une couche de terre, une couche de liant hydraulique, une couche de... Alors évidemment, là-dedans, les végétaux, à mon avis, on leur a dit tout de suite, ils n'atteindront pas les hauteurs qu'on avait prévues au départ. Ils vont sans doute... parce que le cortège est assez vaste, donc il va sans doute rester notamment les chênes pubescents et choses comme ça qui vont sans doute se rabougrir, qui vont pousser à 7-8 mètres, mais on n'aura pas ce que nous on avait envisagé. Alors qu'en fait on aurait utilisé tout simplement une nappe de géourie, une nappe, etc. On pouvait tout à fait tenir des pentes beaucoup plus fortes et les racines auraient largement percé ces structures. Donc voilà. Donc pour vous dire comment des fois, y compris les maîtres d'œuvre qui ne sont pas très au courant du génie végétal, du génie écologique, vont
parce qu'ils ont une expérience de béton. Bon, ils auraient une expérience de fer, ils auraient fait autre chose. Enfin, nous, on connaît bien le sujet à la SNCF où un viaduc, il y a des entreprises spécialisées dans le fer, d'autres dans le béton. Enfin, voilà. Et ils ont proposé ça parce qu'ils avaient déjà fait ça sur une autoroute, je ne sais où. Alors que si on était resté dans la boucle, on aurait dit on fait pas comme ça, on fait des fascines, on aurait trouvé d'autres solutions. Voilà. Donc c'est important toujours de tenir cette chose-là. Là, juste un petit rappel de l'importance des sols support du paysage. Donc c'est des petits dessins qu'on fait à l'usage de nos maîtres d'œuvre techniques et entreprises pour expliquer comment on séquence de manière vertueuse le stockage des terres, la remise en état des sols, les plantations et les gestions forestières. C'est très pédagogique, mais ça leur permet d'éviter de mélanger les terres, de les stocker n'importe comment, etc. Donc là, on a par exemple dans les projets, on explique comment on fait en séquençant justement les éléments, en les étiquetant. Si c'est un exemple de sol forestier, effectivement, on décape 40 cm d'humus et terre végétale parce que c'est un élément de richesse, notamment de graines, et que ça, vous mettez ça là sur du sol, vous avez une forêt qui repousse toute seule, hein, c'est pas la peine de s'embêter. Voilà, restauration des boisements, plusieurs techniques d'utilisation des sols, ou voilà. Et j'ai terminé mon exposé. Voilà. Alors, juste un mot sur Bercy. Sur Bercy, on a fait un atelier régional. Donc, en fait, Bercy, c'est une zone que la SNCF possède, sur laquelle on doit construire une estacade, un viaduc qui doit franchir la Seine pour relier les faisceaux d'Austerlitz aux faisceaux de Lyon, pour augmenter la capacité ferroviaire. La ville de Paris avait un projet de faire une énorme zone de tour à cet endroit-là. Nous, on a questionné tout de suite, le maître d'ouvrage nous a questionné, on a questionné aussi Versailles, on a fait un atelier avec eux, en disant, on se lâche, on regarde déjà les caractéristiques du paysage. C'est un des rares endroits où on a la perception, avec le Champ de Mars, avec les hauts de Belleville, ou avec les Invalides, c'est-à-dire des endroits où on a des vides dans Paris, parce que Paris est une ville très dense, permettent de voir le relief lointain. C'est-à-dire que de là, vous voyez jusqu'au coteau de Neuilly, vous voyez de l'autre côté toute la partie d'Ivry, etc. Enfin, vous avez vraiment la géomorphologie de Paris. Et vous voyez aussi Vincennes et la Seine. Or, en plein milieu de ça, on mettait des tours. Donc, on a dit c'est un peu problématique. Donc, nous, on avait la nécessité de construire ce viaduc. Donc, on s'est dit comment le construire pour qu'il soit un petit peu souple. C'est-à-dire, si demain, on décide finalement que l'accès, il n'est pas comme ça, mais qu'il y a peut-être un axe piéton dans l'autre sens qui va vers le parc de Bercy. Enfin, on a imaginé plusieurs scénarios et on les a inscrits dans le territoire, et on a fabriqué avec l'architecte, du coup, un viaduc avec des trémies qui permettront finalement plusieurs possibilités, parce que nous, on ne pensait pas que la possibilité de base qui nous était proposée en urbanisme soit vraiment très efficace. Et quelque part, d'ailleurs, on n'a pas eu tort, puisque 3 ans après, la ville de Paris nous a contactés parce qu'ils viennent de s'apercevoir que peut-être ce n'était pas le bon projet et qu'ils sont en train de réfléchir autrement. Et du coup, on avait fait tout un projet aussi avec ce qu'on appelle le paysage intercalaire. C'est-à-dire que moi, je dis, bon, ils prétendent le faire en 2024, mais enfin, à mon avis, on verra. Je pense que ça ne sera pas fait avant 2030. Ça n'a pas loupé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Et il y avait des zones de terre, notamment au centre de cet espace, qui sont des zones polluées en métaux lourds. Alors, les métaux lourds sont embêtants, évidemment, si vous cultivez des légumes, mais on a eu l'idée, par exemple, bon, entre autres, mais ça fait partie des idées du projet, de faire un paysage intercalaire, c'est-à-dire d'avoir un usage temporaire, le temps que le projet se solidifie par ailleurs, le projet urbain. Donc l'idée, là en l'occurrence, c'était de proposer une pépinière francilienne en fait, avec les acteurs de la pépinière d'Île-de-France pour cultiver des arbres qui serviraient à l'ensemble de l'Île-de-France, voilà, par exemple. Voyez. Voilà. On en parlera au prochain colloque. Oui. Merci beaucoup Loïc, parce que je pense que tu étais parti sur un... Non, mais c'était juste pour expliquer. De paysage intercalaire, elle est intéressante parce que c'est pas exactement la même notion que ça. C'est-à-dire que c'est des endroits, et on en a beaucoup, où on est dans des endroits où les terres sont pas encore, les terrains sont pas encore déterminés dans leurs usages futurs définitifs. Et donc, il y a peut-être des paysagistes qui ont peut-être à travailler sur des usages temporaires qui vont durer quelques années et qu'on va pouvoir, de manière réversible, changer après. Voilà, c'est ça. C'est encore le 3e cas des terres polluées, si je puis dire. Voilà.